s'attaque à un monument, l'art de la guerre de Sun Tzu. On a pas mal de documents sous la main, des articles, des notes, et ça soulève des questions vraiment intéressantes. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Qui était Sun Tzu vraiment? Comment le texte a évolué? Et puis, qu'est-ce que ça implique, toutes ces interprétations différentes? Pour commencer, il y a déjà une grosse surprise, c'est la datation. On imagine souvent Sun Tzu très ancien, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'image classique, oui. Voilà. Mais en fait, les analyses plus récentes pointent plutôt vers le 4e siècle, donc en pleine période des royaumes combattants. Ah oui. Et qu'est-ce qui nous dit ça? Plusieurs choses. Déjà, l'organisation militaire décrite dans le texte, ça colle mieux avec cette époque plus tardive. Certains équipements aussi, comme l'arbalète. D'accord. Le style d'écriture lui-même, plus structuré que des textes plus anciens. Et puis, il y a son absence dans certaines chroniques importantes d'époques antérieures, comme le Zhuozhuan. Ça fait beaucoup d'indices convergents. Intéressant. Donc un Sun Tzu plus tardif, plongé au cœur de conflits déjà très développés finalement. C'est ça. Ça change un peu la perspective. Ce n'est peut-être pas tant un sage isolé qui fonde la stratégie, mais plutôt quelqu'un qui synthétise l'expérience très dure de ces guerres intenses. D'accord. Et le texte en lui-même alors? Il n'est pas resté figé non plus, j'imagine. Ah non, loin de là. La grande découverte, c'est celle des manuscrits de Yin Keqiang en 1972. Des textes sur lamelles de bambou. Oui, j'ai lu ça. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Eh bien, d'un côté, ça a confirmé la structure générale en 13 chapitres. Donc ça a un peu calmé les débats sur un texte potentiellement beaucoup plus long qui aurait été perdu. D'accord, une confirmation. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient compliqué, ça a révélé des variations textuelles majeures par rapport aux versions qu'on utilisait jusque-là. Ah oui, à quel point? Carrément des sens opposés sur certains passages clés. Par exemple, il y a une phrase très connue sur quand attaquer ou défendre, selon si on est plus nombreux ou moins nombreux que l'ennemi. Oui. Eh bien, la version de Yingshan dit pratiquement l'inverse de ce qu'on lisait avant. Donc imaginez le défi pour comprendre l'idée originale et pour traduire. Ah ouais, j'imagine le casse-tête. Du coup, ça explique peut-être pourquoi il y a autant de traductions en français. On parle de quoi, 15, 20? Oui, entre 15 et plus de 25, ça dépend comment on compte. La toute première, celle du Père Amiotte en 1772, c'était un travail énorme pour l'époque, mais bon, elle était indirecte. Indirect. C'est-à-dire? Elle passait par le manchou, pas directement par le chinois classique. Et puis elle était très interprétée, disons, parfois même avec une lecture un peu chrétienne. D'accord. Il a fallu attendre 1988 pour avoir la première traduction directe du chinois ancien par Valérie Niquet. Et entre les deux, chaque traducteur a dû faire des choix face à ces ambiguïtés, en tenant compte ou pas des découvertes comme une Keshan. Ce qui nous amène à une autre question, soulevée aussi dans les documents. Comment on doit lire ce texte? Est-ce qu'il faut y chercher un système, une doctrine bien ficelée, un peu comme on aime bien en Occident? C'est une excellente question. Certains analystes, comme Laurent Long qui est mentionné, mettent en garde contre ça. Appliquer une grille de lecture trop rigide, trop système. La pensée chinoise classique, et ça se voit bien ici, elle valorise beaucoup plus la fluidité, l'adaptation constante. C'est l'image de l'eau qui prend la forme du terrain. L'armée doit être comme ça, dit Sun Tzu, sans forme fixe. Donc l'idée d'une recette miracle applicable partout, c'est peut-être pas ça du tout. Probablement pas. L'accent est mis sur l'adaptation aux circonstances, à l'adversaire, et beaucoup sur la ruse, la duperie. Oui, la fameuse phrase « Toute guerre est fondée sur la tromperie ». Exactement. Ne jamais être prévisible. D'ailleurs, il y a cette anecdote célèbre et assez brutale, faut le dire. Celle avec les concubines? Oui, voilà, où Sun Tzu les fait exécuter parce qu'elle ne prenait pas ses ordres au sérieux pendant un exercice. C'est violent, mais ça illustre très fort l'idée de l'autonomie absolue du général sur le terrain. Une fois qu'il est parti en campagne, ses décisions priment, même sur un ordre du souverain. Donc, pour résumer un peu, l'art de la guerre, c'est bien plus complexe qu'un simple manuel. C'est un texte qui a une histoire, qui a bougé, dont notre compréhension continue d'évoluer avec l'archéologie, les traductions. Tout à fait. Sa structure un peu éclatée parfois, son style très concis, voire poétique par moments, ça ouvre la porte à énormément d'interprétations différentes. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière interrogation assez fondamentale finalement. Vu toutes ces variations dans le texte lui-même, les défis énormes de la traduction, le caractère parfois fragmenté, est-ce qu'on peut vraiment prétendre saisir un système Sun Tzu unique et définitif?
C'est toute la question. Est-ce qu'il y a une pensée Sun Tzu qu'on pourrait cerner parfaitement? Ou alors, est-ce que ce n'est pas justement cette part d'ombre, cette fluidité, cette quasi-impossibilité à le figer qui fait sa force incroyable? Son adaptabilité à travers les âges. Exactement. Et qui explique pourquoi on en parle encore aujourd'hui, et pas seulement pour la stratégie militaire, mais dans plein d'autres domaines. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Absolument. De quoi continuer à creuser.